Bonjour à nos auditrices et auditeurs. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce 7e épisode de notre podcast « Les Vertes et les Verts en discussion ». Aujourd'hui, nous parlons des mégaroutes, ou, en d'autres termes, de l'extension massive des autoroutes que le Parlement a récemment décidé. Je m'appelle Ilias Panchard, je suis responsable des campagnes chez les Vertes et les Verts suisses, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Kloppenstein-Broggini, conseillère nationale genevoise et vice-présidente de ProVélo Suisse. Salut Delphine. Salut Ilias. Delphine, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelle est cette décision du Parlement sur les mégaroutes ? Oui, c'est une décision assez récente. Le Parlement a décidé d'investir 5,3 milliards pour agrandir, avantager les autoroutes. C'est donc un message extrêmement inquiétant, et pas qu'un message, parce que dans la réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est un investissement massif pour les routes. Ça veut donc dire, de fait, par extension, un soutien très clairement assumé au trafic motorisé individuel. Donc, ce que tu nous dis aussi, j'imagine, c'est que plus on développe le trafic, plus on développe l'offre routière, le nombre de voies sur une autoroute, peut-être plus il y a de trafic au final et peut-être même plus de bouchons. Parfaitement, en fait, et toutes les études se rejoignent sur ce constat-là. Chaque nouvelle route appelle de nouvelles voitures. Et ça, c'est un constat en fait qu'on retrouve systématiquement. C'est comme un appel d'air. Donc c'est vrai que cette décision qui arrive et qui touche en particulier certains cantons, c'est Genève, Saint-Gall, Zurich, notamment. Et c'est vrai que cet agrandissement de ces portions d'autoroutes qui aujourd'hui, certes, représente une certaine surcharge en termes de trafic. La réflexion qu'on doit mener aujourd'hui, c'est comment faire pour réduire ce trafic motorisé de manière à le rediriger vers d'autres moyens de déplacement. On sait que des solutions existent. Notre objectif est vraiment clairement celui de limiter ce trafic motorisé individuel, mais c'est évidemment pas en claquant autant d'argent pour un projet aussi massif que celui du déploiement des autoroutes en Suisse, en particulier dans ces régions évoquées, que nous allons résoudre la question des déplacements de manière générale, et puis à terme évidemment la question climatique. Et puis justement, peut-être si on fait le lien avec la politique climatique, tu as dit récemment dans la tribune de Genève, la décision sur l'autoroute ou sur les autoroutes concernant les mégaroutes est totalement hors du temps. Peut-être ça intéresse un peu pour comprendre un peu la situation politique qu'on vit, comment est-ce qu'on en arrive maintenant, à notre époque, en 2023, à une idée rétrograde au final. C'est hallucinant et notre surprise est totale. À un moment donné, le Parlement s'est posé des objectifs assez clairs, notamment dans la loi climat, d'atteindre des objectifs zéro émission de CO2 avec des ambitions qui existent. Le Parlement s'est mis d'accord là-dessus. Mais dès qu'il s'agit de développer, de déployer des mesures concrètes, le Parlement est aux abonnés absents. On se retrouve très seul pour simplement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. Aujourd'hui, le fait de développer davantage de routes, donc par extension provoquer davantage de trafic motorisé et de fait, par extension, davantage d'émissions de CO2, on sait que le secteur des transports est celui qui a le moins diminué ses émissions de CO2 par rapport à l'ensemble des secteurs. Donc le potentiel est immense, on doit travailler là-dessus. Au lieu de trouver des solutions, des alternatives, alors on les connaît ces alternatives, c'est de déployer massivement le ferroviaire, c'est de développer massivement la mobilité durable, active, le vélo, la marche à pied pour des distances plus courtes, ces solutions-là, elles sont mises de côté aujourd'hui au profit du déploiement du trafic motorisé. Et ça, c'est absolument... en effet, il y a quelque chose d'hors sol et quelque chose de complètement décalé par rapport aux exigences que nous sommes nous-mêmes posées. Peut-être un élément sur lequel je rebondirais bien, c'est sur peut-être tu as parlé du Parlement, de sa composition, qui évidemment va dans le mauvais sens. Alors on maintient notre force électorale, évidemment on compte sur vous toutes et tous, sur nous toutes et tous pour continuer à se battre pour ces idées. Peut-être un petit mot quand même sur le Conseil fédéral, qui est quand même en partie à l'origine de ce projet, peut-être le lien joué par Albert Rochety. On connaît son attachement aussi historique à blague à part, évidemment, comme lobbyiste aussi pour le domaine du pétrole et des voitures. Je pense qu'il y a peut-être un élément là-dessus. Eh bien, parfaitement. En fait, en reprenant le département, notamment celui des transports, Albert Rochety ne fait que poursuivre
des buts qu'il avait déjà avant même d'être conseiller fédéral, qui sont extrêmement intimement liés à la question du lobby automobile et du lobby du pétrole. Donc c'est clair que ces décisions, d'une certaine manière, venant de M. Rushdie, ne sont pas si étonnantes par rapport à son parcours et à son investissement, d'une certaine manière, dans la cause automobile. Mais très clairement, c'est une autre direction qu'on doit prendre aujourd'hui. L'UDC, avec son représentant Albert Rushdie, vont droit dans le mur. Donc cette décision qui a été prise il y a quelques mois nous amènera droit dans le mur. Et ça, il faut vraiment avoir ça en tête. On pourra réécouter ce propos d'ici quelques années et se dire à quel point, si aujourd'hui on décide d'investir autant d'argent, et ça, c'est vraiment une proposition d'Albert Rushdie, UDC, avec son groupe derrière qui vient franchement, avec cette notion de dire la voiture reste une des grandes solutions d'avenir. Mais comment on peut imaginer ça aujourd'hui alors que toutes les études montrent le contraire et que de nombreux exemples au-delà de la Suisse nous montrent qu'il est possible. J'étais à Paris il y a quelques jours et j'ai vu à quel point Anne Hidalgo a réussi à changer de paradigme en termes de redistribution de l'espace public. Et on voit que finalement, le vélo notamment prend sur certains axes la moitié de l'espace de la chaussée. Donc c'est des vraies avancées, on peut les faire. Si Paris peut les faire, la Suisse peut le faire aussi. Oui, tu parlais justement de Paris, et je pense que c'est aussi le bon exemple sur la présence des écologistes. Et puis si on fait le parallèle avec le Conseil fédéral, on espère évidemment qu'au plus vite on ait une représentation forte des vertes et des verts, parce que c'est quand même quelque chose qui fera la différence évidemment dans l'autre sens. Tu l'as abordé, je crois que maintenant voilà, on est dans cette période de résistance, d'opposition avec un référendum qui est lancé. Je crois que tu voulais lancer aussi un appel à nos auditrices et auditeurs pour signer ce référendum. Ça, c'est la chance de la Suisse et notre démocratie directe, c'est que quand des décisions aussi mauvaises sont prises dans le Parlement, on peut répliquer et la population peut répliquer. Et donc j'appelle maintenant chacune à signer ce référendum parce qu'il a bel et bien été lancé, notamment par les milieux de promotion de la mobilité durable, mobilité active. L'ATE notamment, ProVélo est aussi dans le coup Active Trafic, et puis les Verts et les Vertes soutiennent activement ce référendum. Ce référendum, évidemment, veut venir annuler cette décision. Vous pouvez signer ce référendum. Je vous invite chaleureusement à le faire. C'est notre possibilité aussi en tant que citoyenne, citoyen, de s'exprimer et puis de replacer au fond la Suisse sur de bons rails, parce qu'aujourd'hui, c'est pas sur du bitume autoroutier qu'on tracera l'avenir, mais c'est bien sur des rails, c'est bien sur des pistes cyclables jaunes et sur des trottoirs élargis qu'on arrivera à marcher vers un avenir plus durable. Et puis le trafic, on peut dire, n'est pas seulement néfaste pour le climat, mais aussi pour notre santé, ce qu'on oublie souvent. Eh bien, parfaitement. Et là, je pense qu'on a vraiment un immense potentiel. Et c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire. Alors, il y a toute la question de la sédentarité et de l'importance aussi du mouvement, de se déplacer par ses propres moyens. Et ça, c'est évidemment une chose importante. Mais on a aussi d'autres outils. On a notamment déposé une motion qui proposerait en fait de répartir une partie des recettes de l'impôt sur les huiles minérales et sur l'impôt auto en soutien à l'assurance maladie. Et ça, typiquement, ce seraient des propositions qui pourraient venir équilibrer d'une certaine manière la nuisance d'un côté générée par le trafic automobile motorisé en termes de pollution de l'air, clairement, mais aussi en termes de sédentarité d'une certaine manière, et de réaffecter une partie de ces recettes pour soutenir la santé, et en particulier soutenir les assurés qui sont aujourd'hui, pour certains, dans des situations précaires. Une sorte de logique un peu pollueur-payeur, mais dans le domaine de la santé ou... Oui, tout à fait. Donc, c'est des logiques qui pourraient tout à fait faire sens aujourd'hui. On doit vraiment travailler sur des concepts de santé dans le sens de la prévention aussi. Et je pense que de réussir aussi à travailler, et je pense que le transport fait partie en fait des thématiques centrales pour aborder cette question aussi de la prévention, se maintenir en bonne santé, c'est aussi réussir à se déplacer par soi-même. On le sait, la marche à pied, le vélo font partie des solutions gagnantes. Quand on sait que la moitié des déplacements font moins de 5 km en Suisse, ça veut donc dire que ces kilomètres, on peut les faire à vélo très facilement, à pied relativement aussi ou en partie, et sinon les combiner avec les transports publics. Donc des vraies solutions existent qui ménagent non seulement l'environnement, le climat, mais qui ménagent aussi notre santé. Puis tu as commencé à citer pas mal de chiffres, sans noyer nos auditrices et auditeurs là-dessus. Non, c'est pas du tout une critique, c'est pour anticiper ce que je veux dire. C'est vrai qu'on a retrouvé un rapport de la Confédération qui disait la pollution de l'air due au trafic a engendré à elle seule des coûts de santé de 3 054 millions de francs en 2020. Le trafic a notamment causé 23 800 jours d'hospitalisation,
via la pollution de l'air et le bruit. Je crois que ça illustre parfaitement ce que tu disais. C'est un domaine qui est très très peu abordé au niveau politique. Parfaitement. Et puis c'est vrai que si on va encore rajouter une série de chiffres, on parle de 4000 décès prématurés en Suisse par année à cause des questions de qualité de l'air, en fait, de pollution liée notamment au trafic motorisé individuel. Donc, clairement, la question de la santé est au cœur de ces préoccupations-là. Et si on dit aujourd'hui que ce référendum, on doit le signer, c'est parce qu'on doit préserver notre environnement, on doit préserver notre climat, mais on doit aussi préserver notre santé. Les choses vont de pair. Et je pense que cette lutte générale, au fond, pour protéger d'une part notre environnement direct, mais aussi la santé de la population, eh bien, sont des vraies préoccupations qu'on doit défendre. Et en signant ce référendum, eh bien, on va dans cette direction. On vient d'entendre le gazouillis des oiseaux. Qu'est-ce que les oiseaux ont à voir avec le développement ou le surdéveloppement des routes ? Alors, les oiseaux, d'abord, c'est beau de les entendre, hein, ces oiseaux. Et puis, c'est vrai, quand vous avez le vrombissement régulier d'une route, une autoroute, par exemple, alors c'est peut-être un bruit régulier, mais c'est un bruit qui est présent, qui est là, qui empêche d'entendre certains autres beaux bruits de la nature, notamment celui des oiseaux. Non, mais clairement, ce qu'il y a, c'est que la question de la pollution, aujourd'hui, pollution, émission de CO2, générée par le trafic automobile, on sait que c'est le secteur qui a le moins réduit ses émissions de CO2, eh bien, a une atteinte directe sur notre biodiversité. Cette biodiversité, aujourd'hui, on le sait, elle est en crise. Hein. La crise de la biodiversité est directement, intimement liée à la crise climatique. C'est de pair qu'on doit avancer sur ces deux crises. On le sait, la protection de la biodiversité sera notre assurance vie à terme. Donc, protéger cette biodiversité, ça veut dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, eh bien, c'est revisiter certaines pratiques, notamment la pratique automobile, la revisiter et surtout la traduire par des options possibles et désirables. Parce que très clairement, de transposer un voyage en voiture par un voyage en train ou en partie à vélo ou à pied en fonction du nombre de kilomètres, eh bien, ce sont des options qui sont plaisantes et qui apportent non seulement du bonheur, du plaisir, mais aussi qui amènent une certaine stabilité de notre santé. Et pour revenir au référendum ou à ce projet de méga-route ou ces projets, il y a un projet évidemment qui touche ton canton, donc le canton de Genève, et le canton de Vaud d'ailleurs aussi, alors que c'est un canton ou deux cantons qui se battent depuis des années pour des meilleures liaisons de transport public, des gares au niveau aussi, des meilleures cadences, une meilleure offre de transport public. Puis au lieu de ça, voilà, un des projets c'est d'élargir les autoroutes. Qu'est-ce qui est prévu en gros ? Alors vraiment, on marche sur la tête, hein. C'est le cadeau empoisonné, on nous scelle la liaison ferroviaire et puis on nous offre sur un plateau d'argent une autoroute, une méga autoroute. Alors évidemment que ces projets-là, et on le sait, on l'a entendu de Genève en particulier, hein, de toute façon, cet agrandissement qui est prévu à partir de Versoix, direction de Coppet, cet agrandissement-là, de toute façon, ne pourrait pas être réalisable dans les délais qui ont été proposés par la Commission. À préciser aussi que la Commission l'a fait sur le coin d'une table. Hein. Cette proposition, cet ajout a été fait de manière complètement déconnectée d'une analyse approfondie des vrais besoins et d'une vraie perspective d'avenir. Donc mais ça veut donc dire qu'un projet comme celui-là, même s'il ne peut pas être réalisé dans un temps record, comme le souhaitait la Commission et ensuite le Parlement, c'est quand même une emprise sur le territoire. De rappeler peut-être que juste à côté de cette autoroute, il y a les bois de Versoix, c'est le plus grand bois du canton de Genève, qui abrite de nombreux cerfs, notamment, hein, qui descendent de la montagne du Jura et qui viennent du pied du Jura jusqu'en direction du lac Léman. Et puis qui longe la Versoix, qui est un magnifique espace de nature et de biodiversité. Ce sont des espaces attenants à cette autoroute aujourd'hui et qui pourraient pâtir clairement de son élargissement. Donc en clair, être détruit une partie de terres agricoles. Parfaitement, donc les terres agricoles également. Hein. Enfin, ça c'est évidemment que tout le pourtour de cette autoroute, ce sont des champs, c'est des forêts, et puis c'est des habitations qui sont juste attenantes. Le canton de Genève est un canton qui est extrêmement dense, avec des habitations un peu partout. Évidemment, c'est aussi la qualité de vie des gens qui seraient directement touchés. Hein. On connaît les nuisances d'une autoroute, non seulement en termes de qualité de l'air, mais aussi en termes de bruit. Et ça, on ne doit absolument pas sous-estimer cette nuisance-là. Évidemment que pour toutes ces raisons, ce projet est catastrophique.
Donc un projet, si je résume, très, très mal ficelé aussi, qui a l'air d'être, en tout cas de l'extérieur, on voit, il a l'air d'être sorti un peu du chapeau comme ça au dernier moment, peut-être pour que les romans votent un peu moins non au projet. C'est vrai que s'il n'y avait que des projets alémaniques, on peut s'imaginer que la Suisse romande résisterait encore plus. Mais voilà, on peut dire peut-être que le référendum est très bien signé dans les rues pour l'avoir expérimenté moi-même. Donc un bon espoir pour la votation a priori l'année prochaine. Tu as parlé un peu de la région, peut-être en quelques mots, de quoi la région, ou en tout cas l'axe Lausanne-Genève aurait besoin en termes de transport, parce que c'est quand même ça la question de fond dont tu parlais. Oui, je pense qu'on peut, c'est clairement la question ferroviaire qu'on doit développer aujourd'hui. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Probablement que cette liaison ferroviaire, le rail entre Genève et Lausanne, est le rail le plus occupé du monde. Je pense qu'on peut vraiment parler dans ces termes. La capacité d'absorption de matériel roulant sur cette ligne-là est phénoménale. On doit absolument le dédoubler, le tripler, le quadrupler. Et je pense que c'est vraiment dans cette logique-là d'avoir une voie supplémentaire entre Genève et Lausanne est évidemment la solution. Et puis après, c'est une réflexion à long terme qu'on doit avoir. Si on est prêt à déployer des autoroutes, aujourd'hui, ce qu'on devrait plutôt réfléchir, c'est d'avoir des liaisons plus directes, des sortes de métro express entre ces deux grandes villes. Et puis imaginer, pourquoi pas, des rails à la place d'une voie d'autoroute pour avoir aussi une liaison plus directe. On l'a vu entre Berne et Zurich, ils ont justement prévu une autre liaison pour assurer, en cas de pépin sur une des deux liaisons, d'avoir une solution. Aujourd'hui, si sur la ligne Genève-Lausanne, il y a un souci, eh bien, c'est l'entier de la liaison qui est coupé. Donc Genève se retrouve en cul-de-sac du réseau, absolument déconnecté de la Suisse, et cette situation est beaucoup trop précaire. Aujourd'hui, clairement, on doit renforcer cette liaison. Dans la lignée de ce que tu dis, on va faire un petit quiz pour continuer de parler un peu de mobilité respectueuse du climat. Est-ce que tu es prête ? Ouais, je suis prête. Si on prend le classement des transports publics les plus chers du monde, est-ce que tu as une idée quel pays occupe les 3 premières places ? Bon, je pense que la Suisse est bien placée, on peut bien l'imaginer. Oui, exactement. En fait, c'est vrai qu'on est... évidemment, sinon, on n'aurait pas posé la question. Nos auditrices et auditeurs nous le diraient. Si la Suisse était parmi les transports les moins chers du monde, on ne la poserait pas comme ça. Mais en gros, voilà, la Suisse est à la première place, à cette triste première place d'une certaine manière, suivie des Pays-Bas, puis suivie de l'Australie. Et je crois qu'on peut le dire, évidemment, qu'il y a beaucoup de gens dans ce pays qui ont largement les moyens, mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui c'est difficile, et puis pour qui le prix est vraiment le facteur déterminant dans le choix d'utiliser un véhicule individuel motorisé ou des transports publics. Peut-être voilà, là-dessus, un peu de l'évolution du prix de la voiture et puis du prix des transports publics. Oui, il y a une forme de concurrence déloyale d'une certaine manière. Et aujourd'hui, ce qu'on doit vraiment réussir à faire, c'est d'avoir non seulement des liaisons ferroviaires qui soient à bonne cadence, qui soient de qualité, que la desserte soit bonne, la cadence soit bonne. Ça, c'est évidemment des facteurs qui font qu'on prend le train. Mais le prix, évidemment, fait partie des critères de base. Aujourd'hui, le prix du train est beaucoup trop cher. On devrait avoir au minimum, et ça a été une proposition d'ailleurs des Verts Genevois, c'est d'avoir le prix de base qui est celui référent du demi-tarif, en fait, d'avoir en gros que le prix soit 2 fois moins cher. Parce qu'on a aujourd'hui une pratique particulière au fond avec le demi-tarif. Le demi-tarif, c'est une sorte de carte de membre CFF, en fait. Et cette logique-là, elle est pas audible pour une grande partie de la population. Et l'important, si on veut attirer des nouveaux usagers et usagères sur ce genre de transport, eh bien, c'est l'entrée qui doit être attractive. C'est l'entrée tout de suite, parce que c'est clair, quand on a un abonnement demi-tarif, un abonnement général, on rentre dans le système. Et là, on s'y retrouve mais parce qu'on est rentré dans le système. L'idée, c'est vraiment d'avoir des prix attractifs tout de suite pour qu'on puisse faire ce transfert modal. Et une question suivante... vers laquelle de ces 3 villes, si on prend Rome, Berlin, Barcelone, vers lesquelles de ces villes ou vers laquelle de ces villes
peut-on voyager en train de nuit actuellement depuis Berlin, la Suisse? très Berlin. Berlin, c'est clair. Moi, je les ai tous testés. On sent l'expérience, ouais. J'ai testé, je pense, tous les trains de nuit d'Europe, presque. Ok, ouais, le quiz est un peu trop facile. Voilà, mais c'est vrai que Rome, je l'ai fait à l'époque, mais il a été ensuite supprimé. Et puis Barcelone, voilà, enfin, c'est des destinations qui étaient un temps équipées, qui ne le sont plus, qui le reseront. Hein. Enfin, ça fait Oui, il y a eu partie des des annonces, projets, c'est ce il y qu'on a a des trouvé annonces. aussi dans les recherches. Maintenant, on entend que Bâle sera directement lié à Londres, c'est Bâle, hein, ou Zurich, Bâle, Londres, ce qui me réjouit énormément. Toute récente. Toute récente. Ouais, Ça me réjouit énormément, évidemment. Moi qui vais aussi régulièrement à Londres avec l'Eurostar et le TGV via Paris, avec ce passage à Paris qui prend beaucoup de temps. En fait, on devrait avoir des liaisons beaucoup plus directes parce que finalement, les villes en Europe sont assez proches les unes des autres. Et avec des trains rapides, d'une part, et des trains de nuit, on arriverait vraiment finalement à remplacer aujourd'hui ces low cost d'avions de mobilité aérienne qui créent eux aussi une nuisance climatique oui, puis ça monstrueuse. permettrait d'éviter les changements de gare dont tu parles. Je pense que beaucoup de gens s'identifient, ont vécu ce changement. Exactement. Gare de Lyon, gare du Nord, sauf erreur. Et comment est-ce que les Verts là-dessus, tu as commencé à le dire, se sont engagés ou s'engagent pour le développement de l'offre de train de nuit? Je me rappelle aussi d'actions avec Aline Tredet ou d'autres sur les quais de gare, mais peut-être au niveau politique aussi. Oui, parce ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a la chance d'être en Suisse, qui est le numéro 1 du train européen, mais mondial. Je crois que notre performance ferroviaire, elle est hallucinante. Et à partir de là, on pourrait tout à fait jouer un rôle central au niveau européen et déployer une flotte de trains de nuit, de trains rapides à travers toute l'Europe. Le réseau existe en partie, il est de loin pas surutilisé, contrairement à la ligne entre Genève et Lausanne. Donc on a un réseau qui existe, alors il pourrait être davantage déployé, mais surtout aujourd'hui, ce qu'on devrait, c'est y mettre du matériel roulant. Et la Suisse pourrait jouer un rôle phare, comme aujourd'hui le fait l'Autriche avec sa flotte OBB, qui permet de relier le nord et une partie de l'est. Eh bien, aujourd'hui, l'Europe du sud et de l'ouest est absolument dépourvue et la Suisse pourrait jouer un rôle central. Troisième et dernière question de ce petit quiz à la vice-présidente de ProVélo Suisse, sans aucune pression. Quelle est la ville la plus favorable au vélo en Suisse ? Alors, en fonction des tailles, je ne sais pas si le critère de la taille joue ou pas. Je sais que Winterthur est toujours dans les hit parades, mais je sais que Burgdorf fait partie aussi, Berthoud fait partie des villes modèles dont Absolument, on pourrait c'est ce qu'on a s'inspirer. trouvé. Selon ProVélo 2021-2022. Donc, pas mal, on sent qu'il y a pas de piège. Et puis, on peut peut-être aussi souligner qu'il y a un certain retard d'un certain nombre de villes aussi en Suisse romande, enfin, sans tout catégoriser, mais je pense qu'il y a certaines villes alémaniques dont on pourrait prendre aussi l'exemple. Bien sûr, et puis des avancées qui se voient parfois retoquées, comme à Genève avec les Covipistes, qui ont été une grande avancée magnifique. Et puis aujourd'hui, le TCS fait recours sur recours, ce qui est vraiment un retour en arrière absolument déplorable. Sur les pratiques politiques rétrogrades, ça nous rappelle un peu ce qu'on disait au début. Peut-être en quelques mots, comment les Verts et Verts veulent-ils promouvoir le trafic cycliste ou la mobilité cycliste ? Alors la vraie réflexion qu'on doit faire, c'est vraiment cette notion de redistribution de l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public, en particulier dans les agglomérations, on sait que 80% de la population en Suisse habite dans les agglomérations, c'est-à-dire connectée directement avec des transports publics ou avec des distances qui sont abordables à vélo ou à pied. Eh bien, l'espace public aujourd'hui est essentiellement laissé à la mobilité automobile. On doit réorganiser cet espace-là, et c'est-à-dire de donner davantage de place au trafic cycliste et piéton. Et à partir de là, on arrivera aussi à obtenir une certaine masse critique et avec celle-là, une sécurité. Parce que la question de la sécurité, elle est essentielle, mais elle doit passer par des aménagements qui soient de qualité et qui soient à la hauteur des exigences des cyclistes. Et c'est vraiment dans ce sens-là. J'évoquais tout à l'heure Paris, le fait que la moitié des chaussées, même au centre, à côté du Louvre par exemple, des grands boulevards, la moitié de ces boulevards est aujourd'hui dédiée au vélo. Donc ça veut dire que c'est possible. Et les cyclistes y vont. Dès le moment où il y a une chaussée qui est adaptée, qui est sécurisée, eh bien, le nombre de cyclistes augmente. Donc c'est vraiment dans cette direction. On a la chance d'avoir une loi vélo qui a été votée par le Parlement il y a une année, enfin qui est entrée en vigueur il y a une année, votée il y a un petit peu plus de temps au niveau du Parlement. Eh bien, grâce à cette loi vélo, on pourrait engager ce changement de paradigme et je me réjouis d'y travailler. Ça tombe bien parce qu'on a eu une question, on a pris une question parmi celles reçues sur nos réseaux sociaux d'un auditeur, un certain Valentin, qui voulait savoir, à part rendre les transports publics plus abordables et disponibles, comment réduire l'utilisation des véhicules sur les grands axes. Je crois que tu as commencé à y répondre aussi sur l'utilisation de l'espace public. Oui, c'est ça. Je crois que c'est d'avoir un espace qui soit finalement beaucoup plus équilibré et plus respectueux
des moyens de transport qui eux-mêmes respectent l'environnement, le climat et la santé. Alors nous voilà déjà gentiment arrivés à la fin de ce podcast qui est désormais un petit peu plus court aussi. Merci beaucoup Delphine pour cet entretien très intéressant, puis ton engagement aussi en tant que conseillère nationale verte et aussi en tant que notamment vice-présidente de ProVélo Suisse. Merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices de nous avoir écoutés. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Eh bien, n'oubliez pas de signer ce référendum, hein, c'est essentiel. Et puis, on devrait pouvoir s'en sortir dans les urnes de manière à avancer collectivement ensemble pour un avenir plus durable. Et bloquer ces projets de méga autoroutes. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions par mail à l'adresse suivante, vert au pluriel, verts@vert.ch, ou par WhatsApp au 079 920 80 93. Comme ça, nous pourrons répondre à vos questions comme aujourd'hui. Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre canal YouTube et sur les applications de podcast Spotify et Apple Podcast. Merci beaucoup. Ciao. Salut.